vous avez vu ici au début quelques photos de prisonniers et prisonnières politiques. Qu'est-ce que c'est un prisonnier et une prisonnière politique? Il y a un président colombien, Turbay Ayala, qui a déclaré un jour que le seul prisonnier politique qu'il y avait dans son pays, c'était lui. Hein, que lui, en tant que président, c'était le seul prisonnier parce qu'il il subissait un peu la pression d'un peu partout et que pour dénoncer en fait les accusations qui étaient faites contre son gouvernement qui avait des prisonniers politiques, il a dit non, c'est moi le seul. Hein, c'est ce qu'on appelle en espagnol le concept de democracia asediada. Donc la démocratie qui est assiégée par les propres mouvements sociaux qui ont lieu dans son propre pays, et qui servent en fait de légitimité pour pouvoir avoir des campagnes de répression contre tous les mouvements sociaux, hein, et tout ce qu'on appelle la criminalisation des mouvements sociaux. Donc voilà, pour planter un peu le décor, en Colombie, il y a 9500, plus ou moins les chiffres varient, 9000, 10 000, 9500, c'est évidemment difficile d'avoir un registre très complet et très détaillé, mais bref, il y a environ 9500 prisonniers politiques, et on estime que en Colombie, il y en a plus ou moins 10%, donc ça fait moins de 1000, qui sont des gens issus des groupes, grupos de insurgencia, donc des groupes armés. Hein, donc plus ou moins 1000, mais ça veut dire qu'il en reste 8500. Et c'est, entre autres, on a quelques images, quelques photos de certains d'entre eux. Pour la plupart, pour 8500 d'entre eux, mais c'est qui sont syndicalistes, ils sont membres de partis politiques d'opposition, ils sont membres de groupes de défense des droits de la femme ou des Indiens, ou c'est des dirigeants, des leaders paysans. Hein, pour le moment, pour ceux qui suivent dans le détail l'actualité en Colombie, dans la région du Catatumbo, il y a 16 000 paysans qui sont en manifestation et en protestation depuis une quinzaine de jours. Et il y a le gouvernement Santos a déclaré oui, mais il doit y sûrement avoir des gens des FARC dedans, et depuis qu'il a dit ça, il y a l'armée et la police qui sont intervenus, qui en ont tué 4 et blessé plusieurs autres. Donc, et il y en a plein d'autres qui vont être ou qui sont en train d'être arrêtés, et on va les accuser, comme partout en Colombie, on va les accuser de rébellion, hein, de rébellion, qui est un peu un concept fourre-tout, où les autorités colombiennes rangent tous ceux qui ne les arrangent pas, tous ceux qui dénoncent d'une manière ou d'une autre, via des collectifs d'avocats qui défendent les droits de l'homme, ou via des associations qui défendent l'environnement, hein, ou via des leaders paysans qui défendent leur communauté paysanne. Tous ces gens qui remettent en question le modèle socio-économique de la Colombie sont criminalisés et sont souvent, malheureusement, mis en prison. Hein, pour faire une petite parenthèse, pour ceux qui le savent, c'est historique dans l'histoire de la Colombie, parce qu'après 60 ans, plus de 60 ans de conflit, pour le moment, les FARC, qui sont actifs dans le pays depuis 1964, et le gouvernement colombien, sont en train de négocier la paix depuis plusieurs mois, depuis le mois de décembre ou novembre 2012, à La Havane. Et justement, le but de ces négociations, c'est de pouvoir, d'une part, négocier la paix, parce qu'après 60 ans, le peuple colombien en a vraiment plus qu'assez de la guerre. Hein, quand vous voyez des images de la guerre un peu partout dans le monde, c'est toujours malheureusement les populations civiles qui souvent en souffrent le plus. Donc c'est la première chose à négocier, c'est la paix, mais sur quelle base on va négocier la paix? Mais justement sur des bases qui permettent de changer toutes ces conditions socio-économiques. Hein, par exemple, le problème de qui détient la terre en Colombie. Il ne s'agit pas seulement de déposer les armes, mais il s'agit de pouvoir réformer, de changer les conditions qui ont donné justement au régime de conflit armé. Pas seulement déposer les armes. Hein. Et donc voilà, ça c'était pas prévu sur mon petit papier, mais sur les négociations de paix qui ont lieu en ce moment en Colombie. Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que depuis que les négociations de paix ont lieu, et elles se passent à La Havane, mais tous les mouvements sociaux, les paysans, les étudiants universitaires, les mouvements des femmes, les mouvements des droits de l'homme, il y a tout le monde en Colombie, même des secteurs qui ne sont pas spécialement des gens qui se mobilisent beaucoup. Par exemple, il y a des assemblées des paroisses de l'Église catholique qui se réunissent, et tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice à la paix en Colombie. Donc tous les mouvements sociaux
participent pour pouvoir aussi apporter eux leurs idées pour changer la paix. Et c'est maintenant, il y a ces négociations qui sont en cours, que la répression contre tous les mouvements sociaux s'accentue. Donc l'État colombien est plus violent en 2013 qu'il n'était en 2011 ou en 2012, en tout cas depuis que Santos est arrivé au pouvoir. Une preuve de ça, mais voilà, il y a une des manifestations paysannes dans la région du Catatumbo, et c'est des francs-tireurs qui ont tué 4 paysans ici dans la fin du mois de juin. Alors, pour avancer, les prisonniers politiques, on dit qu'ils souffrent 2 fois en Colombie, hein, partout dans le monde. Ah oui, ce que je voulais dire d'abord sur les 9500, parce qu'on dit 9500 c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est le pays au monde qui a le plus de prisonniers politiques. Je pense que le deuxième, on dit que c'est les prisonniers palestiniens dans les prisons en Israël, et on parle de, je pense, 5500, 6000 prisonniers palestiniens dans les prisons en Israël. Et donc la Colombie se situe encore au-dessus. Donc c'est vraiment le pays qui a le plus de prisonniers politiques. Hein, et donc je disais, les prisonniers politiques souffrent 2 fois. D'une part à cause des conditions de détention qui sont terribles. Hein. C'est le cas aussi, il ne faut pas aller très loin, à la prison de Forêt, ou dans toutes les prisons en Belgique qui sont surpeuplées. En Colombie, il y a aussi des prisons qui sont... il y a un taux de suroccupation jusqu'à 400%, donc c'est gigantesque. Donc en moins de 10 ans, la population carcérale en Colombie est passée de 50 000 à 120 000. La preuve aussi, donc on criminalise les mouvements sociaux et qu'on remplit avec le fait d'arrêter les personnes est une réponse facile ou rapide pour solutionner les problèmes. Et la deuxième chose dont laquelle souffrent les prisonniers politiques, c'est cette stigmatisation. Hein, puis ils sont parfois enfermés avec les prisonniers liés aux grands groupes paramilitaires d'extrême droite. On fait exprès de les envoyer, s'ils sont... La Colombie, c'est un pays gigantesque, hein, c'est 2 fois la taille de la France. Ici en Belgique, si on est à la prison d'Arlon, ça va, on prend le train, c'est à 2 heures. Mais en Colombie, il faut parfois prendre 3 jours de bus pour aller voir son mari, sa femme, son enfant qui est à la prison. Justement, c'est fait exprès de l'envoyer à l'autre bout de la Colombie pour difficulté, justement, et pour rompre ce lien social et pour essayer vraiment d'isoler le prisonnier politique pour qu'il vive son incarcération le plus seul et le plus difficilement possible. Et donc, pour en arriver à la campagne, on va rentrer dans les choses très concrètes, mais dans la campagne que nous lançons aujourd'hui à un niveau international en Europe, hein, donc on va expliquer un peu après, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui va raconter tout ça, mais donc on va dénoncer, quel est l'intérêt de dénoncer les prisonniers politiques dans un pays donné? On a 3. C'est, premièrement, en tout cas dans le cas de la politique, c'est affirmer une réalité qui est niée par l'État colombien. Maintenant, nous, on n'a pas de prisonniers politiques. C'est tous des gens qui ont été accusés de rébellion, donc c'est tout soi-disant des gens qui visent à déstabiliser l'État de la Colombie. Donc, ce n'est pas des prisonniers politiques. Et donc, la première chose, c'est justement affirmer le fait que oui, que tel dirigeant syndical, que tel leader paysan, que tel leader de groupe de femmes, ce sont des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, comme on les appelle en Colombie. Et donc ça, c'est une première chose, pour dénoncer cette réalité qui est. La deuxième chose, et ça va de pair, c'est qu'on dénonce un État criminel qui emprisonne des personnes qui ne font que défendre leur opinion ou défendre les intérêts du groupe de paysans ou du groupe indien, indigène ou du secteur dans lequel ils sont actifs. Donc on dénonce un État criminel. Hein. Et troisièmement, on soutient un tissu, c'est pouvoir soutenir le tissu social que cette répression veut faire taire. Hein, quand on envoie un prisonnier politique à l'autre bout de la Colombie et qu'on l'éloigne de toute sa famille, on veut l'isoler, on veut qu'on l'oublie, entre guillemets, et nous, ce qu'on veut pouvoir maintenir, c'est de créer ce lien, de pouvoir maintenir ce lien des prisonniers politiques avec leur mouvement, avec leur famille et avec la solidarité internationale également. Et donc, la campagne que nous menons aujourd'hui, Licia, elle n'est pas là, donc je vais continuer. Ouais, mais si elle m'avait dit que je pouvais le faire aussi. Donc, on va parler de 3 choses sur de la campagne des prisonniers politiques que nous lançons maintenant. Mais elle est d'une part, elle est née d'une initiative en Irlande. Il y a eu une rencontre des Colombiens
ça s'appelait en espagnol un encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares en Colombia y de apoyo a los diálogos de paz. Donc c'était une rencontre des Colombiens qui vivent en Europe, qui a eu lieu à Dublin. Et là-bas, il a surgi l'idée de pouvoir mener quelque chose de concret, parce qu'en plus de donner leurs propositions ou leur version des choses sur la négociation de paix en Colombie et qu'ils ont transmis à la Havane, ils se sont dit on va organiser quelque chose pour les prisonniers politiques. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds dans mes histoires. Et donc, il y a l'Irlande qui participe, il y a les Colombiens d'Irlande, des groupes qui sont liés avec les Colombiens ici. Hein. On sait que Ligia et Matisse sont d'origine colombienne. Hein. Donc, il y a des groupes d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, de Belgique et d'Italie, je pense. Hein. Et donc, c'est une grande campagne de solidarité internationale et pour laquelle il y a, vous avez peut-être vu sur Internet, une grande tombola, hein, qui va permettre de remporter cette magnifique peinture. Je ne rentre pas dans la description artistique, hein, ça vient juste après. Et donc l'objectif au niveau international pour ces 5 pays, c'est de pouvoir récolter 10 000 €. 2 000 € par pays. Hein, et donc ici on lance la campagne pour la Belgique. Et finalement ça sert à quoi 10 000 € pour les prisonniers politiques? Parce que, en quoi est-ce que cet argent est réellement, concrètement dépensé quand on récolte de l'argent pour les prisonniers politiques? Il y a plusieurs choses pour lesquelles ils ont besoin d'argent. Ça peut aller et ça peut paraître très simple, hein, mais parfois c'est simplement, ne fût-ce que pour acheter du dentifrice, du papier de toilette, quelques vêtements aux prisonniers qui n'ont rien, hein, et qui même doivent se fournir eux-mêmes en produits d'hygiène personnelle. Ça peut permettre d'aider les avocats dans les différentes démarches et les papiers officiels et l'État, etc. Parce que les avocats qui les défendent, généralement, ce n'est pas les avocats des grandes entreprises qui sont payés 400 € de l'heure, c'est des avocats qui ont très peu d'argent, très peu de ressources économiques, et qui doivent parfois se déplacer à l'endroit où ils sont arrêtés. Hein, quand j'étais en Colombie au mois de janvier, il y a un avocat qui doit, tous les 2 mois, il doit prendre l'avion, c'est un avion local, il doit aller se déplacer, parce que sinon c'est 36 ou 48 heures de bus, pour aller aux audiences, etc. Et c'est des gens qui n'ont pas d'argent, donc il faut aussi pouvoir que l'avocat puisse se déplacer, puisse aller plaider la cause de la personne qui défend. Et puis ça peut être aussi un soutien pour les familles. Hein, si une femme est emprisonnée à 1000 km d'ici, et que son mari n'a pas d'argent pour aller la voir, c'est aussi pouvoir aussi collaborer pour qu'elle puisse prendre le bus et aller voir son mari, rendre visite à son mari. Nikia, il y aura peut-être encore d'autres choses à dire à ce niveau-là, sur ce qu'on fait de l'argent, mais principalement, c'est ça l'objectif. Et pouvoir faire pression aussi. S'ils ont des bons avocats qu'on arrive à les libérer, c'est génial. Hein. Nikia avait dit une fois, quand il y a un prisonnier politique qui sort de prison en Colombie, et vous avez vu sur les affiches, il y en a, il est mis « released », donc libéré. Donc il y en a quelques-uns qui ont été libérés, parce qu'on veut montrer que ça marche. Hein, Martín Sandoval et Liliani Obando, Intal, parmi bien d'autres organisations, a contribué à leur libération. Et quand ces gens-là sortent de prison, ce n'est pas un citoyen colombien lambda. C'est une leader syndicale, c'est un leader paysan, c'est des gens qui organisent, des gens qui manifestent et qui font changer les choses. Donc chaque personne qui sort des prisons en Colombie, c'est des gens qui vont pouvoir, c'est des gens clés pour relancer les luttes sociales en Colombie. Donc une personne qui sort, c'est une grande victoire pour nous tous. Je parle. Et donc les 3 choses, donc on a ça c'est le premier prix de la tombola, les billets sont en vente au stand, il y aura des détails après, je pense. Et puis je vais peut-être parler 30 secondes, sous le drapeau d'Intal, il y a une statue qui a aussi été réalisée par Matisse et qui va être offerte au syndicat irlandais. Pourquoi au syndicat irlandais? Parce que l'Irlande a d'une part accueilli cette rencontre des Colombiens dont je vous parlais récemment, c'était au mois de fin avril de cette année-ci. Et puis les syndicats irlandais ont également fait en sorte que des délégations parlementaires d'Irlande du Nord et d'Angleterre aient été jusqu'à la Havane, donc une visite de solidarité d'anciens négociateurs de paix d'Irlande du Nord
et du Royaume-Uni. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du conflit qui a déchiré l'Irlande du Nord dans les années, depuis les années 70, 70, 80, jusqu'aux années 90. Et donc grâce à ces syndicats irlandais, par solidarité, ils ont pu envoyer des délégations sur place et qui ont pu donner alors des conseils, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à la fois au gouvernement colombien et au FARC, justement pour pouvoir contribuer aussi à la construction de cet accord de paix qui est quelque chose de fondamental pour la Colombie. Donc, mais ça, je laisserai évidemment Mathis présenter ceci. Et puis la troisième chose très pratique, donc il y a la peinture que vous pouvez tous gagner si vous achetez plein de billets de tombola, la statue qu'on verra après pour l'Irlande, et puis la troisième chose, et ça, j'ai vu qu'il y avait des photocopies en français et en néerlandais, je ne sais pas si il y en a suffisamment, mais il y a aussi une invitation à aussi parrainer un prisonnier politique, pour ceux qui le veulent, parrainer un prisonnier politique, et vous allez voir, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a des feuilles, un décalogue pour parrainer un prisonnier politique, ou une prisonnière politique, évidemment. C'est de s'informer, de lui écrire, de dénoncer sa situation, de faire pression de manière internationale, de l'aider économiquement si c'est possible, d'exiger sa libération, d'exiger une solution politique en Colombie. Et donc il y a tout un beau décalogue, je pense que c'est Julian qui l'a rédigé, Julian qui est ici parmi nous. Et donc il y a aussi une invitation pour ceux qui le souhaitent à pouvoir parrainer un prisonnier politique en Colombie. Je pense que... Ah non, je vais peut-être encore dire d'autres choses, parce qu'il y a des associations colombiennes, évidemment, qui nous soutiennent dans cette campagne européenne, et je vais peut-être les citer. Peut-être, si vous ne connaissez pas la Colombie, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais pour elles, je pense que c'est important aussi qu'on les nomme, parce que c'est des gens qui... par exemple, le collectif Suyana, c'est un collectif d'avocats qui est actif dans la région du Cauca, du Valle del Cauca, donc du sud de la Colombie, et ce sont des avocats donc, qui défendent des leaders syndicaux, des leaders paysans qui